Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui aborder les thèmes 1. D'accord, c'est les tout premiers thèmes pour les professeurs, pour l'accès aux professeurs des langues françaises au système d'éducation nationale espagnole. Donc, il s'agit de l'évolution de la didactique des langues étrangères, des tendances actuelles en FLE et les approches communicatives. Donc, ce que l'on va aborder aujourd'hui, c'est cette chronologie, d'accord, cette étude ou cette analyse chronologique des méthodologies des langues étrangères. Donc, et on va finir finalement, même si c'est une redondance, avec les approches communicatives. Pour ce faire, je vais alors présenter le diaporama. OK. Donc, les sommaires, nous avons une introduction et puis nous avons un peu d'histoire, c'est-à-dire on va traiter la méthode traditionnelle, la directe, l'active, les MAO, les MAV, l'approche communicative avec le CSRL, les méthodologies communicatives, l'éthis, l'éclectisme des approches communicatives et ce que l'on voit à l'horizon des méthodologies des langues étrangères appliquées et en général, finalement, une conclusion qui l'on rapportera et que l'on mettra un lien avec le curriculum et avec nos cours de FLE, pourquoi ce thème est important pour le FLE. Même si c'est là, on va le dire d'abord dans l'introduction. Dans l'introduction, il faut une justification de pourquoi ce thème est important. C'est parce qu'il aborde les différentes méthodologies et des concepts didactiques pour nous, profs, qui sont vraiment intéressants et que l'on va devoir traiter et l'on va donc finir ça dans la conclusion. Il faudra alors y ajouter une citation, d'accord, pour introduire les sujets. Donc, nous pouvons utiliser notre citation de notre choix. Et puis, une petite introduction aussi des, comment on est passé de la grammaire, d'accord, de l'étude de la grammaire à l'acquisition d'une compétence de communication. Finalement, nous allons faire une introduction au sujet, c'est-à-dire on va répéter, si vous voulez, les sommaires, c'est-à-dire qu'on va alors aborder les méthodologies qui se sont menées ou qui ont été menées ou qui ont été utilisées au long des années et des siècles pour finalement aborder l'approche communicative et ce que l'on voit à l'horizon. Finalement, nous ferons une conclusion dans ce sujet avec tout ce que l'on peut, enfin, ce dont les conséquences ou les conclusions que l'on peut en tirer. Ceci dit, avec un peu d'histoire, il faudrait aborder d'abord la méthode traditionnelle, qui était normalement la méthode avec laquelle les gens apprenaient le latin et le grec de la Renaissance, du Moyen Âge. Cela était normalement écrit, donc c'était un apprentissage écrit. Cet apprentissage des langues latines et grecques ont été alors utilisés. Cette méthodologie était utilisée pour les langues modernes, si vous voulez, pour les langues vivantes. Euh, donc, il y avait de la grammaire et de la traduction, c'est-à-dire que ce que l'on étudiait surtout, c'était des grands auteurs avec des petits textes, des petits extraits que l'on traduisait. Et puis, il y avait Montaigne aussi dans CCC qui a été le premier, si vous voulez, à aborder la question que la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère, c'était en tenant compte aussi de l'oral. D'accord? Et donc, c'est là, même s'il y a eu beaucoup de refus, si vous voulez, de déni aux idées des montagnes, nous allons donc finir au début du XXe siècle avec la méthode directe qui abordait aussi ou qui combinait les méthodes orales, directes et actives. Pourquoi directe? Parce que l'on ne passait pas ni par l'écrit, ni par la langue maternelle. Et puis, c'était une méthode active aussi parce que à partir des répétitions et euh, de la recherche, si vous voulez, de l'intuition et de la motivation de l'enfant ou de l'apprenant, c'était donc comment l'enfant ou l'apprenant allait comprendre et apprendre et acquérir cette deuxième langue étrangère ou cette première langue étrangère, selon les cas. Et puis, après la Première Guerre mondiale, nous trouvons la méthode active. C'est parce qu'il y a eu un retour de l'écrit vers l'apprentissage, c'est-à-dire avant, avec la méthode directe, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait que de l'oral. Et puis, avec la méthode active, c'est l'écrit qui est de retour, comme c'est la langue maternelle. Il y a quand même ces petites notions des méthodes actives qui restent encore dans cette méthode d'après la Première Guerre qui va rester. Mais les autres méthodes, l'oral et la directe, c'est type des stratégies, si vous voulez,
vont être un peu confrontés par l'inclusion de l'écrit et de la langue maternelle. Et puis, après oui, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a les MAO, c'est-à-dire les méthodes audio-orales, où il y avait des petits éléments d'audio et que c'était donc appelé la méthode de l'armée, qui était basée et fondée sur les behaviorismes de Skinner et les distributionnalismes de Bloomfield. Ceci dit, il y avait aussi évidemment des notions du structuralisme des sociures, mais ceci dit, comment est-ce que ça marchait, comment est-ce que cette méthode fonctionnait? Et bien alors, c'était surtout les soldats étaient confrontés à un extrait audio qu'ils devaient répéter constamment, et il y avait aussi des structures, il y avait beaucoup d'exercices à trous. Par exemple, ils savaient qu'en apprenant la phrase « je suis », après, ils pouvaient mettre son nom, par exemple « je suis Javier » ou encore je suis prof ou je suis ici à Paris. D'accord? Donc, c'est avec ces stratégies-là que cette méthode audio-orale est fondée. Et puis, il y a eu les MAV. C'était déjà au début, fin des années 60, début des années 70, où il y a l'importance du contexte qui rentre aussi dans l'apprentissage des langues étrangères. Et il va y naître le français fondamental, c'est face au procès de globalisation et à la perte de, de niveau culturel ou d'appréciation mondiale des langues françaises. Et on va créer ces français fondamental où, à partir des dialogues insérés dans des vidéos, dans des formats de vidéos, on allait suivre à peu près les mêmes stratégies que dans les Mao, mais cette fois avec un apport vidéo, c'est-à-dire on pouvait mettre la situation de communication en rapport avec l'apprentissage, c'est-à-dire cette situation de communication de Sophie Moirand était déjà existante dans les MAV. Donc, on va continuer parce que ce qui suit après, c'est dans les 1970, les approches communicatives. Alors, on va changer alors du terme des méthodes vers le terme d'approche parce que les méthodes étaient très fermées et luttaient l'une contre l'autre. On a oublié de dire ici, en fait, ça serait bien aussi de mettre une petite introduction en ce qui concerne la différence entre méthode, méthodologie et didactique. Donc, les méthodes, ce sont les stratégies. Les méthodologies, ce sont les ensembles, les groupes des méthodes que l'on utilise. Donc, ce serait des points 1, méthodologie traditionnelle, méthodologie directe, méthodologie active. D'accord? Ce sont des méthodologies. Et ici, ce sont des méthodes orales directes et actives. D'accord? Et la didactique, si vous voulez, la science ou les domaines enfin, la science, si vous voulez, qui étudie les différentes méthodologies et méthodes. Donc, ceci dit, on va alors passer du terme des méthodes au terme de approche, l'approche, parce que c'est beaucoup plus global et beaucoup plus flou. Et donc, ça peut changer et ça ne va pas contre les méthodes intérieures, mais elle les combine. Et puis, c'est avec on va dire un point de vue ternaire. On va étudier le code, évidemment. Le code, c'est la langue, tout ce qui est vraiment linguistique, la grammaire, les vocabulaires, etc., comme on le faisait avant. Mais on va aussi étudier l'emploi, c'est-à-dire la langue en emploi, l'usage de la langue, la parole et la culture. Donc, on va après voir que dans les composants de la compétence communicative, on va parler ici des compétences linguistiques pour les codes, compétences pragmatiques pour l'emploi et compétences socioculturelles pour la culture. Il s'agit donc d'un processus actif, le prof n'est qu'un guide, et on va surtout essayer de travailler avec des documents authentiques. Le CSRL est très important parce qu'en 2001, il est publié à Strasbourg et il va avoir un double objectif, une double visée. D'abord, une visée politique parce qu'il va essayer de lutter contre la xénophobie, vu qu'on essaye de créer cette Europe, cette Union européenne, cette Europe des nations. Il faut alors réduire les différences entre les différents pays qui composent l'Europe. Et il va aussi servir des bases communes. D'abord, l'objectif politique est aussi important parce que si l'on connaît l'histoire de l'Union européenne, on sait qu'il y avait déjà dans ces changements-là, c'est avec les traités de Lisbonne, je crois que avant avec Schengen, que l'on a permis de changer de pays sans avoir besoin de passeport ni rien. Et c'était aussi
les libres-échanges tant des personnes que de la monnaie, des produits. Et puis, il va marquer aussi une base commune pour tous les enseignants de langue étrangère. Et comme ça, on va avoir aussi des certificats qui vont être établis par rapport à des niveaux. C'est-à-dire, on va aller du A1 au niveau C2 en ayant 2 niveaux pour chaque grand niveau, si vous voulez, pour chaque étape. L'étape A, débutant, étape B, c'est le niveau C indépendant, et puis le niveau C où finalement on finit avec la maîtrise de la langue. Et on va traiter les 4 compétences, production, compréhension, interaction et médiation. La médiation et l'interaction euh, ont été ajoutées après, ad hoc, mais c'est quand même là les 4 compétences que l'on va commencer à évaluer. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles officielles des langues, on les évalue. Et même dans la nouvelle loi espagnole, à l'OMLOE, il y a les 4 compétences d'interaction, médiation, production et compréhension. La compréhension et la production, vous le savez déjà très bien, elles peuvent être aussi subdivisées en 2, orale et écrite. Et même dans ce cas-là, on peut quand même encore subdiviser en production et coproduction. Tu vois, la coproduction, c'est plutôt l'interaction. Il y a des auteurs qui disent l'une, il y a des auteurs qui disent l'autre. Mais bon. Et finalement, on va aussi introduire les tâches. Les tâches, ce sont les activités plus grandes qui combinent toutes les activités à l'intérieur d'une unité, par exemple. Aujourd'hui, on les appelle dans la langue bleue les situations d'apprentissage. Et c'est là que l'on va d'abord présenter la tâche pour essayer que les élèves, à la fin pas de la séance, mais au cours des séances, l'objectif, c'est que les élèves apprennent en faisant les tâches. D'accord? Par exemple, il serait bien de faire une tâche et de faire comment je dirais-je, par exemple, une biographie d'un personnage, d'accord? L'exposer pour faire un panneau pour le lycée, par exemple. Bah, avec ça, c'est que l'élève va devenir un acteur social. On parlera de ça. Maintenant, dans les méthodes communicatives, quand on parle de l'approche actionnelle, l'approche actionnelle, c'est celle où l'apprenant est un acteur social. Parler, c'est agir. Voilà. Donc, les tâches doivent être en rapport avec la société dans laquelle l'apprenant, qui est un acteur, habite, d'accord, dans laquelle il est. Parce qu'on ne peut pas faire des tâches isolées. C'est des tâches qu'il doit trouver motivantes et des tâches qu'il doit trouver intéressantes avec un but euh, effectif, d'accord, utile. Et puis, il y a aussi les approches par projet ou l'approche par projet où les professeurs est plutôt comme un guide et ils favorisent d'autres compétences comme aussi, par exemple, la compétence numérique. C'est là rentre en connexion ou en lien avec les TIS qui sont très importantes parce qu'elles nous aident à trouver pas mal de documents authentiques et pas des documents, comme vous le savez, que l'on essaye de pas très bien, enfin, de pas très utiliser, comme c'est par exemple le cas des méthodes. Moi, j'en ai ici derrière pas mal de méthodes, mais les méthodes, ce n'est pas vraiment des textes authentiques. Maintenant, dans la plupart d'elles, on commence à faire rentrer des textes authentiques, des documents authentiques, mais ce n'est quand même pas le cas, surtout au niveau les plus bas et dans les éléments audio et bon, et dans les écrits aussi. Et les TIS vont aussi nous aider dans un deuxième point pour développer la compétence numérique, c'est-à-dire les élèves vont, comme dans l'approche par projet, trouver d'autres compétences ou apprendre ou acquérir d'autres compétences. Les TIS vont aussi parfois favoriser la motivation des élèves en changeant aussi du livre, du papier, etc. Même s'il y a quand même certains doutes, surtout après la pandémie. Mais bon, on ne va pas dire ça dans le sujet. Et il faut aussi y ajouter quelques inconvénients à les intégrer parce que parfois, nous avons encore ou toujours pas les matériaux nécessaires pour l'inclusion de ces technologies. Et donc, ou même parfois, ben, on essaye de faire une activité qui requiert euh, qui requiert que tous les élèves aient un dispositif, un téléphone, un smartphone, etc. Et par contre, nous, dans l'éducation secondaire, on ne peut pas les faire. Ou on ne peut pas le faire comme ça, avec des dispositifs, des téléphones, des portables, etc. Et l'éclectisme, c'est très important ici parce que ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, l'éclectisme, c'est une doctrine philosophique qui va dire que l'on va mêler, d'accord, tout ce que l'on a dit avant avec les nouvelles données. Donc ici, on va mêler, par exemple, langue maternelle si nécessaire avec la langue étrangère. On va favoriser beaucoup l'oral, mais sans oublier l'écrit.
Et il faut aussi faire une méthode active. On va y inclure des audios, des éléments audio, peut-être aussi, pourquoi pas, des activités structurantes et comme des exercices à trous, mais aussi des vidéos. Bah, c'est les vidéos qui sont restées un peu le plus dans notre méthodologie actuelle, dans l'approche communicative. Et donc, il y a cet éclectisme, à part évidemment l'inclusion des TIS. Et donc, ça requiert des différentes connaissances du professeur avec des différentes méthodologies pour différents buts. Donc, c'est le professeur qui doit les maîtriser, ces différentes méthodologies. Et la fin, si vous voulez, c'est pas seulement que l'élève acquiert la langue, mais qu'il soit motivé à l'apprendre. Finalement, à l'horizon, il faudra parler de l'apprentissage par pair. C'est que l'on voit dans le futur, c'est par exemple la méthode des Harvard, où il y a l'apprentissage par pair, où des profs ou font une petite explication, et après, il y a un petit test pour vérifier si les élèves ont bien acquis cette explication. Si la réussite est de plus de 70 ou 80%, on continue. Et s'il en est moins, les élèves doivent discuter entre eux pour s'expliquer entre eux pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'un ou l'autre et convaincre les uns aux autres pour donner la bonne réponse. Et comme ça, les élèves vont mieux enseigner ses camarades parce qu'ils sont très prêts, ils viennent d'apprendre ce concept que l'on vient d'expliquer. Et donc, ils vont être plus prêts parce qu'ils viennent de faire le schéma entre la non-connaissance et la connaissance du sujet ou l'acquisition de ce sujet. Ils vont pouvoir mieux l'expliquer à ses camarades. Et puis, il y a aussi la classe inversée, vous la connaissez tous, en anglais Flip Classroom, et qui essaye de faire l'envers avec la classe, c'est-à-dire normalement les cours plutôt théoriques, se faisaient en classe, d'accord, au lycée. Maintenant, ces cours théoriques vont être envoyés surtout normalement euh, via vidéo. Et après, dans la classe, on va en parler, on va en discuter, on va faire des activités plutôt pratiques à propos de ce que les élèves ont fait à la maison. Cela requiert un énorme travail chez le prof, mais aussi d'un engagement des élèves et d'une culture de travail. Et puis, il y a aussi les écoles bilingues qui essayent, comme les méthodes ICLE, qui essayent de faire tout ou une partie des apprentissages, même si ce sont des apprentissages en anglais, en mathématiques ou en histoire, etc., dans des langues. Par exemple, nous voyons qu'en Andalousie, par exemple, il y a pas mal de langues ou pas mal d'écoles qui font ça, donc qui ont ces matières en langue étrangère. Et finalement, la conclusion, l'importance de ce thème que l'on vient de dire, donc d'accord, notre but, d'après la loi, c'est de développer une compétence communicative. C'est donc les rapports avec les curriculums et les situations d'apprentissage, je dirais par exemple très bien en lien avec la compétence communicative ou l'acquisition d'une compétence communicative, étant donné que on travaille par tâche ou par projet. Et donc, c'est dans ces situations d'apprentissage qui doivent être réelles que nous allons travailler. Et c'était tout pour le thème 1. Ça a été assez vite, ça a été assez bien dense, mais bon. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'écrire, mettez un like et je vous vois peut-être demain. Au revoir.